Mais pourtant, au Sénégal, il y a de nombreuses agences qui sont créées par l'État du Sénégal justement pour pouvoir accompagner ces petites et moyennes entreprises. Donc, vous partagez l'idée selon laquelle ce sont juste des agences peut-être pour caser des personnes, mais en réalité, dans les faits, elles n'aident pas Mais les entreprises qui en ont besoin. absolument, c'est pour, non, non, mais c'est pour caser des personnes. Moi, c'est une politique d'agence. Hein, une politique d'agence doit être faite avec, en concertation avec les acteurs. C'est-à-dire, si vous voulez promouvoir précisément, je mets le textile, etc. Bon, essayez de travailler avec ceux qui sont dans le textile, quels sont leurs problèmes. Si vous voulez travailler avec précisément les maraîchers, essayez de faire en sorte que les maraîchers soient associés, parce que c'est eux qui connaissent le fond. Mais vous n'allez pas du dehors et d'en haut essayer de définir des politiques pour le bas, et, sans que vous puissiez les consulter de manière absolument régulière. Si bien que assez souvent, vous avez en fait une rupture de fait entre le décideur du haut et l'acteur du bas. Évidemment, ça donne des politiques, même si la vision est pertinente, à la pratique, vous allez voir effectivement que vos résultats ne seront pas en réalité très bons. Je disais par exemple, dans cet ouvrage-là que j'ai écrit, j'ai essayé de voir comment on a réglé les problèmes dans le monde. Aux États-Unis, hein, ils disent d'ailleurs, la small business is beautiful. Les Américains, les Anglais disent la même chose. Les Allemands, exactement la même chose. Alors, cela veut dire que, ici, si vous regardez, j'ai essayé de regarder, combien dans nos statistiques au quotidien, quel est le nombre de PME? On passe à côté. On a fait un recensement général il y a 4 ans ou 5. Le recensement général des entreprises, ça a été absolument incomplet. Si bien que, incomplet parce que probablement les statisticiens n'ont pas disposé des moyens adéquats pour avoir un grand échantillon assez large. Parce que la statistique est coûteuse aussi. Alors, et ensuite, il n'y a pas que ça, hein, il y a en la matière, la plupart du temps, les pouvoirs africains prennent les choses les plus faciles. Doing business, IDH, indice de développement humain, indice de pauvreté, un ensemble d'indices dont les 3/4 sont absolument insignifiants. Quand j'ai dit que quand j'ai critiqué le doing business, certains se sont émus, non, professeur, non, c'est pas possible, c'est très bien parce que ça nous permet de voir la stratification des affaires, ça nous permet de faire un appel d'air, effectivement, de l'investissement extérieur. Je dis, mais vous vous trompez. Ces indices-là, ces indices synthétiques, ne sont pas significatifs. Traduisent pas la réalité. Il y a quelque temps, c'est la Banque mondiale qui a supprimé ça. Qui a supprimé en disant ça signifie rien. Moi, petit chercheur de rien du tout, dans mon petit laboratoire avec mes petits copains, j'ai trouvé il y a 2-3 ans que ça ne signifie rien. Voilà. Et si vous voulez maintenant faire effectivement une politique de la petite et moyenne entreprise, vous vous donnez les moyens de savoir où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Alors, on va venir peut-être au Covid. Regardez ce qui s'est passé. Non, mais un petit mot seulement. Un petit mot, on va y venir. Hein? Un petit mot. Un jour, on décrète, restez chez vous. Restez chez vous. Le petit Modou qui gagne sa vie par son pied,
vous lui dites de rester chez lui. Tu vas lui donner 100 francs, le 100 francs ou les 200 francs qu'il cherche. Ça, c'est une politique intelligente, ça. Il reste chez eux, bon, à la limite. Et on va dire, ah non, non, on va lui donner 2 litres d'huile, un paquet de sucre, comme on donne au sal-sal, là. Calamine est là, d'ailleurs. Hein? Il va vous prendre ça en un jour, il mange ça avec sa famille. Le lendemain, il se retrouve au même problème. Et il va attendre le nouveau kit. Il va dire à sa famille, et ses enfants. L'État va venir encore. Demain ou après-demain. L'État ne viendra pas parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. Alors, donc, vous voyez un peu. Mais il fallait réfléchir un peu plus. Les Marocains ont été plus malins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être on va réserver ça quand on viendra au Covid. Ils ont dit, nous allons prendre précisément les besoins des petites et moyennes entreprises, parce qu'on les connaît bien, on les a bien listés, et nous allons voir précisément leurs besoins en fonds propres. Et quels sont les besoins exactement pour leur propre sécurité, etc., etc. Et conséquemment, on met en place des institutions capables de faire face à ces besoins-là. Mais vous ne vous réveillez pas un jour pour dire à Lamine, reste chez toi, parce que sinon le Covid est là, etc. Bon, il ne restera pas chez lui, ou s'il reste, mon vieux, dis donc, tu l'entendras. Hein? Voilà, à vous entendre parler, j'ai l'impression que vous avez la même vision que 6 ans en arrière, lorsque vous avez publié votre livre « L'économie du Sénégal, les 5 défis d'un demi-siècle de croissance atone ». Vous avez toujours la même vision de l'économie du pays? Oui. Mais ça, pour tous les régimes, hein, c'est pas... Qu'est-ce que j'ai fait dans ce travail-là? J'ai essayé de voir quelles sont les politiques sectorielles qui sont appliquées dans une longue période. Parce que, une fois encore, je vous rappelle, nous avons perdu du temps, 25 années perdues d'ajustement structurel. Quand l'ajustement structurel commençait, nous avons eu une grande conférence au niveau du Club Nation et Développement qui a été organisée en présence du Premier ministre, en présence du ministre des Finances de l'époque, Ousmane Seck. Et Ousmane est venu avec... c'était un homme très compétent, paix à son âme. Il est venu en disant, ah oui, mais voilà, maintenant, désormais, on va faire effectivement de l'instruction de la demande, on va faciliter l'offre, on va faire la trilogie, etc. L'État va se dégager, ainsi de suite. Et au bout du compte, on espérait fouetter la croissance économique. Je lui ai dit, Ousmane, vous savez, on va se retrouver dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans. Vous n'atteindrez aucun des objectifs qu'il y a dans ce plan-là. Aucun. Qu'est-ce qui explique cela? Où est-ce que nos gouvernements, je ne dirais pas le gouvernement sénégalais, mais où est-ce que nos gouvernements africains échouent dans la mise en... Mais non, parce que de toute manière, ils mettent les lampes au mauvais endroit. Vous avez mis ces lampes-là au bon endroit pour bien me prendre. Mais si vous les mettez à côté là, dans le petit couloir d'à côté, vous ne me prendrez jamais, ou bien vous donnerez, déjà je suis très vilain, mais vous donnerez encore une image assez méconnaissable. Ils ont mis, je le dis dans ce texte-là, j'ai dit, 50 années, un demi-siècle d'application des politiques et toujours les mêmes échecs. Pourquoi? Parce que simplement, les politiques sectorielles n'ont pas été adéquates. Un membre de la Banque mondiale que je connaissais très bien, qui a tout fait pour que je vienne à la banque à l'époque, malgré mes convictions marxistes-léninistes. Il avait dit, mais c'est idiot, c'est complètement idiot, de
de vouloir régenter une économie à 14 000, 15 000, 20 000 kilomètres, surtout dans des pays que nous ne connaissons que mal. Donc ce sont des politiques prêtes à porter qui ne sont pas en adéquation avec la réalité. Mais oui, mais parce qu'ils ne peuvent pas être en adéquation avec la réalité, parce qu'ils ont laissé filer les déséquilibres. Déséquilibre des balances commerciales, déséquilibre des finances publiques, déséquilibre macroéconomique fondamental, si bien que tous les fondamentaux sont en déséquilibre. Les institutions financières sont venues en rescousse pour vous aider. À partir de ce moment, donc, vous laissez aussi s'envoler la dette publique. Cet ensemble-là, évidemment, vos bailleurs de fonds, à un moment donné, vous disent, allez, arrêtez, arrêtez. Et j'avais sorti une phrase que j'aimais bien, parce que je l'ai retrouvée un peu partout. On a voulu nous faire un capitalisme sans les capitalistes locaux. Et ça va, c'est loufoque, c'est tout à fait loufoque. Hein? On a dit, oui, mais on va privatiser. Vous privatisez une entreprise sénégalaise de grande portée. Qu'est-ce qui va en profiter? Mais l'extérieur. Et les privatisations ont été des bradages, presque. Mamadou Dia avait mis en place un schéma qui nous permettait de nous industrialiser. Et je le répète toujours. Hein, parce que c'est ce que les autres ont fait pour s'industrialiser. Et je suis convaincu pour ma part que sans industrialisation, nous n'irons pas loin. Si nous comptons sur les rentes pétrolières, comme vous l'avez dit dans votre question, bon, la rente pétrolière, bon, ça va venir peut-être. La rente pétrolière, bon, vous n'y croyez pas trop? Non, moi je ne crois pas au mirage. D'accord. Je veux bien, mais... Pourtant, ça va améliorer. Donc, vous ne croyez pas au chiffre qui est donné par le Fonds monétaire international, 10,8% comme prévision du taux de croissance du Sénégal en 2023. Vous avez vu le dernier rapport de classement des pays africains, les 10 premiers. Aucun pays francophone, aucun, ni le Sénégal, ni le Cameroun, ni la Côte d'Ivoire, ni etc. Si vous allez plus loin, vous dites au fond quelle langue ils parlent. Ils ne parlent pas français. Vous dites quelle monnaie ils ont. Ils ont tous une souveraineté monétaire, etc., etc. J'ai dit, il y a dedans des pays pétroliers. Le Nigeria est un pays pétrolier. Mais quel gâchis! Quel gâchis pour le Nigeria! C'est la première économie africaine, mais les incidences de l'économie pétrolière sur le Nigeria, c'est plus qu'une catastrophe. Moi, j'ai présidé à l'université de Lagos, à la demande de la CEDEAO, tous les économistes anglophones à Lagos. Mais je n'ai pas vu un qui ait effectivement été, qui a développé en quelque sorte la rente pétrolière comme étant évidemment, si vous voulez, un élément fondamental du système d'accumulation productive. Bon, je n'ai pas vu. Et j'ai écouté attentivement, bon, il est vrai que je suis un peu idiot, mais enfin pas intégralement. Pas un. Même pas mon ami Adenkiwe, qui est un des économistes les plus prestigieux au Nigeria. Alors, ne perdons pas le fil. Disons que pour faire un bon développement et une bonne croissance, il faut effectivement de bonnes politiques sectorielles. Une agriculture qui marche, une politique industrielle utilisant les produits agricoles en amont et en aval, un secteur tertiaire fondé sur précisément les nouvelles technologies de l'information qui modifient systématiquement les formes de production,
et ensuite un système bancaire et financier qui accompagne le financement précisément des activités productives, etc. Si le secteur en question, et bien entendu, excusez-moi, une contrainte extérieure bien maîtrisée. Une contrainte extérieure bien maîtrisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai essayé, vous voyez tous ces livres-là, j'ai une bibliothèque de 3700 ouvrages. Je n'ai pas tout lu peut-être, mais je suis sûr d'avoir lu les 3/4. Alors, je n'ai pas vu dans ma formation ou dans mes recherches un pays qui se développe, qui s'est développé en ne faisant qu'importer sans exporter. Or, chez nous, c'est l'hyperconsommation urbaine. Et plus grave encore, c'est les titulaires des bons revenus qui effectivement sont les importateurs. Hein? Alors, il y a là un grand problème. Donc, le secteur, la contrainte extérieure doit être gérée. C'est-à-dire, ne pas dire, bon, on va ouvrir. Une fois j'ai discuté avec le président Senghor, que j'aime bien d'ailleurs, mais parfois je le traitais d'un réactionnaire informé. Alors ça le mettait en furie. Quand on était bien entendu ensemble, ça le mettait en furie. Mais chaque fois il disait, non, il ne faut pas qu'on prive notre population de certains biens de consommation. Oui. Bon, est-ce que notre population a besoin de 4x4 est-ce que notre population a besoin, excusez-moi, moi j'ai une BM d'occasion, de luxe un peu. Bon, mais à mon âge, je crois quand même que je peux le faire. Bon, alors, donc si nous prenons les importations, les plus improductives, c'est ceux qui ont les plus forts revenus qui les font. Au lieu d'épargner ou d'aller... Il y a un problème de priorisation. Il y a un problème de priorité par rapport... Mais bien sûr, mais oui, c'est l'État. C'est l'État qui doit faire. Je me rappelle au Burkina, quand j'étais un ami de Compaoré, je le reste, je le demeure, parce qu'il a changé la physionomie de ce pays. Une fois, il m'a dit, mais Moustapha, comment on va faire? Je sais que vous, sur ces consommations-là. C'est très simple. Faites une fiscalité en conséquence. Moustapha Kassé veut prendre ses pommes, Mambousso Kassé veut prendre ses raisins, Mamadou Kassé veut prendre, etc. Lamine Sall Nicotopement, il me faut mon lit de midi, etc., etc. Attends, il me faut également ce, il me faut. Très bien. Taxons-les. On va dire, un kilo de raisin, ça va vous faire 3 000 francs ou 4 000, 5 000 francs. 5 000 francs, bon, si ça, l'État peut savoir le prix de revient. La différence, n'est-ce pas, sera accaparée par l'État. Donc, nous faisons en quelque sorte des consommateurs sélectionnés et chacun est libre. On dit, les pommes existent, mais il faut le kilo 5 000 francs. Ce qu'on a fait, la mine salle, pomme 5 000 francs, il faut que je me dise, c'est bon, tout de suite, il réajuste lui-même ses consommations parce que même ce qu'il peut précisément payer. Donc c'est un peu l'utilisateur payeur. On l'a fait, on a pu développer à l'époque au Burkina les mangues, on a pu développer effectivement beaucoup d'autres fruits, n'est-ce pas? Et l'État a gagné, n'est-ce pas, d'importantes sommes en conséquence. Donc,
ça aussi, ça fait partie de la politique. On ne peut pas dire importer. Parce que les plus gros spéculateurs, ce sont certains importateurs de biens finaux, de biens finaux, excusez-moi. Les économistes ont ce malin machin d'accorder. Non, ils disent pas finaux. Ils disent les biens finaux. Vous avez fait une contribution par rapport à l'économie du pays en prenant l'exemple du Burkina Faso. Aujourd'hui, comment vous trouvez la contribution des élites sur cette réflexion économique du pays? Est-ce qu'ils ont une contribution que l'on peut juger normale, bien? Et est-ce qu'ils sont écoutés aussi par l'État? Ils sont écoutés par l'État partiellement, très partiellement, mais une fois encore, j'ai écrit quelque part, hein, je crois que c'est dans mon dernier ouvrage, j'ai dit les monarchies républicaines n'ont pas besoin des compétences nationales. Or, une compétence a besoin précisément, si vous voulez, d'un accompagnement politique de ces idées. Moi, je suis là, j'écris. S'il n'y a personne, effectivement, à y trouver leur compte, ça ne sert à rien. Hein, on peut mettre tous ces écrits au panier à crabe. Ça sert parce que simplement, il n'y a pas un débouché politique. Alors, il y a quand même eu un effort au Burkina d'associer effectivement les intellectuels à la réflexion sur l'économie du pays. Bien entendu, l'état que nous trouvons dans certains pays, on le trouve là-bas aussi. Mais quand même, il faut impérativement que nous puissions utiliser intégralement nos propres compétences. Je l'ai dit 1000 fois. Je prends par exemple le Covid, parce qu'on va y arriver. Dans le Covid, je disais toujours une chose. On nous dit ce qui est vrai. Nous avons la meilleure faculté de médecine dans le système francophone. Beaucoup de médecins qui nous soignent, soit au Maroc, soit en Tunisie, sont formés ici au Sénégal. Nous avons dans cette faculté des sommités, des gens comme Souleymane Mboup, qui sont médaillés, etc. Et le professeur, tous les professeurs qui ont géré le Covid de manière générale. Mais c'est tous des garçons qui sont pétris de qualité. D'accord? On nous dit, la meilleure armée, et l'argument qu'on utilise, notre armée est partout, dans le monde entier, partout où il y a des guerres, on sollicite nos forces armées. Mais vous avez tout pour régler les problèmes de Covid. Vous avez les scientifiques, vous avez les bras. Donc, il ne devait pas y avoir de problème. En Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait construire par l'armée des hôpitaux spécialisés très rapidement. Un hôpital tous les 15 jours. C'est un moyen important. Ils ont dit à leurs scientifiques, vous allez du ciel observer le comportement des individus. Enfin, on va vous dire, vous sortez sans masque. Tout de suite sur votre portable, on se dit, ah, camarade, vous êtes en train de vous promener, porter votre masque. Donc, on s'est donné les instruments précisément de lutte. Ici, on ne s'est pas donné les instruments de lutte. Tous les pays qui souffrent, c'est parce qu'ils ne se sont pas donné les instruments de lutte. À commencer par les États-Unis,
à commencer par M. Trump, n'est-ce pas? Des milliers, des millions de morts, à commencer par Bolsonaro au Brésil, à commencer à, etc. La liste est très longue. Mais on a voulu faire des schémas, n'est-ce pas, qui ne correspondent pas effectivement à la situation. À telle enseigne qu'à un moment, bon, toujours, nous autres, mimétisme excessif. Pourtant, la stratégie de lutte du Sénégal contre le Covid-19 a été saluée par beaucoup de pays. Et on a vu qu'il y a actuellement une chute du nombre de cas. Mais la chute est partout. La chute, c'est un peu partout. C'est pas ça le problème. Ça aussi, c'est le nombrilisme sénégalais. Moi, j'ai horreur de ça. Le Sénégal est premier partout. On est félicité par, etc. La plupart du temps, comme disent les Burkinabés, on nous nargue. Hein? On nous nargue. On nous nargue. Mais bon, on aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire. Le Maroc est à côté, je disais. J'ai fait un article sur comment ils ont utilisé l'argent du Covid. Mais c'est extraordinaire. Ils ont créé des fonds qui, en réalité, ont permis à l'économie nationale de respirer. Et ils ont également permis, en fait, aux acteurs d'avoir les moyens nécessaires. Ils ont confiné, bien entendu. Mais vous dites, ça, au Sénégal, on s'est bien comporté. Mais le phénomène de mars, pensez que le Covid n'est pas pour quelque chose? Hein? Pensez que les mots là qu'on a dit de rester chez eux, et qui sont restés chez eux, n'est-ce pas? Quel est le coût? Ce n'est pas parce que vous êtes Sénégalais que ça n'a pas de coût. Vous trouvez que la gestion de la Covid n'a pas été salutaire? Si, c'est salutaire, parce que de toute façon, mais c'est salutaire. Quand vous regardez bien ce qui s'est passé, on était parti pour 400 milliards, pour un peu moins que ça, 400 milliards, puis 1000 milliards. Ça veut dire quoi? Cela veut dire en fait que, bon, on a suivi quand même. Bon, mais ça, tout ça, moi, j'ai donné mon opinion là, longuement et largement dans mon dernier ouvrage. J'ai fait deux articles. L'un a été repris d'ailleurs au niveau extérieur, où je disais en fait que de toute manière, bon, le Covid nous interroge sur notre système, nos infrastructures sanitaires. Même si on s'en est bien sorti, il y aura d'autres épidémies. Il y en aura. Alors, il faut avoir un système sanitaire performant. Moi, j'avais inscrit au niveau du PTCI un doctorat sur l'économie de la santé. Celui qui dirige le PTCI actuellement a fait une thèse de doctorat sur l'économie de la santé. Je l'avais même envoyé au Canada pour se performer. Alors, cela veut dire le problème est entier. Quelle est la capacité d'absorption des malades de nos infrastructures sanitaires? Problème. Ensuite, quelle est la capacité de notre industrie pharmaceutique à faire face? Combien de fois on a pris des trafiquants de faux médicaments? Les faux médicaments, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous n'avez pas de vrais médicaments à l'intérieur, vous n'en produisez pas, ou vous en produisez à un coût excessif. Et c'est possible de le faire. Tous les pharmaciens que nous avons formés sont devenus des commerçants. Hein? Ils sont derrière, ils sont dans une boutique. Qui leur a exigé de faire effectivement derrière un petit cabinet de recherche médicale, voir effectivement les médicaments les plus appropriés, etc., etc. Ce que les Indiens ont fait. Les génériques, quels sont les gens qui l'ont créé? C'est les Indiens. C'est-à-dire que nous n'utilisons pas bien nos capacités. Nous en avons, nous n'utilisons pas bien nos compétences. Ousmane Sembène disait, dans nos pays, la compétence est un délit.
C'est une très belle phrase. Ce qu'il disait. Et qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il y a ce gap ou bien cette différence entre les politiques, l'État et cette utilisation des compétences, aussi bien auprès des économistes, des médecins? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est parce qu'il n'y a pas de think tank comme vous le... Il n'y a pas de think tank. Premièrement, il y a dans le monde 4500 think tanks, dont 1500 aux États-Unis. Vous ne pouvez pas trouver au niveau des grands partis américains derrière un think tank, c'est-à-dire un laboratoire de réflexion, qui est d'ailleurs souvent plus riche que le parti lui-même. Et sinon, je dis, les institutions qui existaient ont toutes été dévoyées au profit de nouveaux conseillers qui sont les bureaux d'études étrangers. Bon, ça, franchement, c'est le grand problème. On donne des sommes folles au bureau d'études étrangères. Je vais vous donner, certainement le président Wade va bien m'écouter. Quand il s'est engagé à la conférence des chefs d'État au Mozambique, il leur a dit, moi, je vais vous donner un plan de financement de l'Union africaine. Bon, quand il est revenu, il a convoqué l'école de Dakar en me disant, bon, écoute, il faut que vous fassiez une recherche sur précisément comment financer l'Union africaine. J'étais avec Nyonka Diouf, qui était son conseiller. Nous avons fait le plan de financement de l'Union africaine d'un bout à l'autre. D'accord? Et le président Wade, qui est un homme très futé, il m'a dit, quand il a lu, il a dit, mais c'est très bien. Aujourd'hui, on exploite ce document-là. Bon, on ne nous paye pas, effectivement, des droits d'auteur. Mais ce n'est pas ça le grave. Le plus grave, c'est ceci. C'est que le président avait dit, je vais demander à un bureau d'études de mettre sa signature. J'ai compris tout de suite. Pourquoi il a dit ça? C'est pour que ses collègues ne lui disent pas, oh là là, c'est un petit professeur là qui est là-bas, là, qui est chez lui et qui a dû faire ce travail. Alors, et le bureau d'études est venu, il a pris notre travail à Nyonka et à moi, ils n'y ont pas changé une virgule, et ils ont mis précisément leur tampon. Je comprends parfaitement. D'ailleurs, le président leur a dit maintenant, écoutez, il faut les payer. Vous n'avez pas fait le travail. Il faut les payer. Vous avez été payé? Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Moi, j'ai été grassement payé. J'ai été grassement payé. Bon, c'est la même chose pour le NEPAD. Le NEPAD a été écrit ici au point E. Je vais vous donner ceux qui l'ont écrit. Salifsi, Nyonka Touré, l'école de Dakar, dans son ensemble. Nous l'avons écrit de A à Z. De A à Z. Mais le Sénégal n'a pas déboursé un petit sou pour ça. Hein? Quand j'ai fait un ouvrage sur le nouveau régionalisme africain, vous verrez effectivement l'insigne du plan Oméga. Parce qu'on est parti du plan Oméga, après des séjours en Afrique du Sud, nous savions le plan Meki, et on a fait le mixage entre les deux. Est-ce que Abdoulaye Wade faisait appel à vous, mais est-ce que Macky Sall a la même posture aujourd'hui? Non, je me réserve sur ça.